De l'Aubrac aux Pyrénées et du pays de Serres à la Montagne Noire, Midi-Pyrénées, la plus vaste des régions françaises, s'étend sur près d'un dixième du territoire métropolitain. Bien au-delà d'un découpage administratif en 8 départements, la région se caractérise par les nombreux pays qu'elle recouvre, avec ses sites et ses habitants, offrant ainsi aux visiteurs une extraordinaire variété de paysages et de divertissements. Évoquer Midi-Pyrénées, c'est évoquer le relief capricieux du Cidobre, la sérénité du Rouergue, les somptueuses vallées du Quercy, l'incomparable gastronomie de la Gascogne ou encore la puissance des majestueuses Pyrénées. Autant de lieux qui renferment chacun leur authenticité intacte. À la croisée des chemins de cette région aux 1000 visages, Toulouse est la capitale incontestée de Midi-Pyrénées. Plus de 400 000 habitants, deuxième ville universitaire de France, centre névralgique du programme spatial européen, Toulouse est un pôle d'attraction pour la technologie de pointe. Toulouse révèle également un passé prestigieux et met un point d'honneur à conserver, au sein de la cité de briques, une qualité de vie qui se résume bien dans son surnom de ville rose. Siège de la municipalité depuis le XIIe siècle, le Capitole tient son nom des seigneurs du chapitre qui formèrent le conseil municipal de 1152 à la Révolution française. Dressée de 1750 à 1760, cette noble ordonnance articulée en 3 avant-corps se colore de la polychromie de ses matériaux. Le portail central s'ouvre sur la cour Henri IV, ainsi nommée en l'honneur du roi, qui permit la construction de ses galeries latérales. La voûte de la salle des illustres porte uniquement sur les murs où sont arrimées les colonnes de stuc. Décorée, sous la direction de l'architecte Paul Pujol, par une pléiade d'artistes toulousains et inspirée de la galerie Farnèse de Rome, cette longue salle des illustres est un monument de l'académisme et du pompierisme en vogue à la Belle Époque. Monument majeur de la foi chrétienne et chef-d'œuvre de l'art roman occidental, la basilique Saint-Cernin est consacrée à saint Saturnin, premier évêque de Toulouse, dont le martyre est connu par une passion rédigée vers 420. C'est vers 1075 qu'est entreprise la construction de la prestigieuse église. Le pape Urbain II vient en consacrer le chœur et le transept en 1096 et l'ensemble de l'édifice n'est achevé qu'en 1220. La rue Saint-Rome fait partie de l'ancien axe romain qui relie le Capitole à la place du Salin. C'est toujours une agréable rue piétonne, bordée de nombreuses anciennes demeures. Emprunter les porches ouvre sur l'univers à peine caché de superbes cours intérieures. L'hôtel d'Astorgue conserve son escalier de bois dont le madrier d'angle fut taillé d'une pièce. Le balcon à balustre datant de la même époque s'ouvre sur les toits où l'on découvre d'autres traces d'un passé opulent. De l'enchevêtrement des toits de tuiles émerge la plus impressionnante église de Toulouse. Chef-d'œuvre de l'art gothique, l'église des Jacobins apparaît comme un vaisseau de briques. Débutée au XIIIe siècle, son édification se termina en 1335 après plus d'un siècle de travaux et de recherches. Les gargouilles restent les seuls ornements extérieurs et ne sauraient briser l'unité de cette imposante architecture aux allures de forteresse. Les deux nefs symétriques sont séparées par 7 colonnes de 28 mètres de haut. La dernière, plus robuste, se termine par un étonnant faisceau de nervures unique au monde qui reçoit toute la force des voûtes.
La Cité Rose, où toujours chatoie une douce lumière, offre nombre de havres de tranquillité que les Toulousains ont su exploiter de différentes manières. Courir le long du canal, profiter du calme des berges de la Garonne, ou même se fondre avec la brique si chère au cœur des Toulousains pour de grisantes séances d'escalade. Sur une des plus anciennes places de Toulouse, la cathédrale Saint-Étienne est un des monuments les plus étonnants. Elle fut achevée au XVIIe siècle, après plus de 500 ans de travaux, et son architecture originale contribue à son charme. Reposant sur sa console de pierre à 18 mètres de hauteur, le grand orgue du XVIIe baigne toute la cathédrale de ses sons. Le décalage de ces deux nefs lui offre une acoustique toute particulière et témoigne de nombreux travaux qu'elle a subis. Débutée à l'art roman, terminée dans le plus pur style gothique, elle reste cependant la cathédrale de Toulouse et les Toulousains tiennent à la garder telle qu'elle est. Sur les toits, de nombreuses tours signalent la présence d'hôtels particuliers édifiés par les notables afin d'affirmer leur opulence. Apparus au XIIe siècle et représentant la bourgeoisie toulousaine, les capitouls ont fait de Toulouse une véritable république. La croisade des Albigeois aliéna leur indépendance au pouvoir du Nord, mais ces anciens seigneurs du chapitre gardent leur pouvoir et continuent à administrer la ville jusqu'à la Révolution. L'impulsion décisive de l'essor urbain à l'époque moderne vint surtout de la prospérité économique liée au négoce du pastel, au point que l'on a pu parler de siècle d'or pour les décennies 1463-1560. Les capitouls représentaient les principales couches sociales de Toulouse, dont la caste riche et puissante des pasteliers. Symbole de la Renaissance toulousaine, le pastel dont on pouvait extraire une teinte bleue unique était apprécié dans l'Europe entière. La plante était broyée et séchée, puis réduite en pelotes, les coques. Le Lauragais porta désormais son nom, le pays de Cocagne. La route du pastel nous offre encore aujourd'hui la trace de ce siècle d'or. Au cœur de ce tracé délimité par Toulouse, Carcassonne et Albi, l'Avor affiche un riche passé. Le jacquemart en bois unique au monde domine cette région prospère, s'étendant à l'est jusqu'au Sidobre et au sud jusqu'à la Montagne Noire. La sauvage forêt montagneuse du Sidobre cache d'extraordinaires curiosités géologiques. Prolongement naturel du Massif central, ce site où s'exercent les forces naturelles est devenu le théâtre d'un phénomène d'érosion modelant de monumentaux blocs de granit en silhouette fantastique. Impressionnant rocher de 800 tonnes, reposant sur son minuscule socle, la Peiro Clabado a pris valeur d'emblème pour l'ensemble du Sidobre. Au cœur de la Montagne Noire, dans son site encaissé où bruit l'eau vive, Durfort vit d'une industrie particulière. Le travail du cuivre rythme la vie de ce joli village depuis la fin du XIVe siècle. La dinanderie reste l'activité traditionnelle de ce village. Petit village fortifié, érigé sur une butte, Lautrec offre au regard un des plus beaux paysages du Lauragais jusqu'à la Montagne Noire et découvrant les abords de l'Albigeois. Des trésors d'architecture ponctuent la route d'Albi comme la métairie ronde de Saint-Lieu-la-Fénasse. Cette construction du XVIIIe destinée à l'élevage est un exemple unique en son genre. Capitale de l'Albigeois, Albi figure parmi les plus belles villes de France.
Son centre historique conserve le charme des quartiers aux allures médiévales, où les ruelles étroites cheminent entre les maisons de briques et les hôtels Renaissance. Dominant la ville de toute sa puissance, la cathédrale Sainte-Cécile est un monument unique au monde. Véritable forteresse, son édification débuta au XIIIe sous l'égide des seigneurs d'Albi et durant 2 siècles, les artistes se succédèrent pour l'orner de gigantesques fresques et de sculptures gothiques. Proche, surplombant le Tarn, le palais de la Berbie abrite le musée Toulouse-Lautrec. Cette forteresse du XIVe siècle accueille aujourd'hui la plus importante collection de toiles du maître. Natif du vieil Albi, le peintre contribue ainsi à faire d'Albi une cité d'art. Père de l'affiche moderne, Toulouse-Lautrec s'est surtout spécialisé dans la représentation des scènes de music-hall et de divers lieux de plaisir parisiens. Fleuron du riche patrimoine architectural albigeois, les Bastides conservent le charme des villages fortifiés médiévaux. Créée en 1222 par Raymond VII, comte de Toulouse, la Bastide de Cordes offrit en pleine croisade des Albigeois un refuge pour les hérétiques qui y fondèrent une communauté. Cordes, souvent appelée Cordes-sur-Ciel, est un lieu de villégiature reconnu dans le monde entier. Aux confins du Larzac, la Couvertoirade est un village fortifié des plus captivants. Ses remparts abritent un village templier au charme intact. Ce site paisible et reculé est le carrefour d'une multitude d'itinéraires de grisantes randonnées qui sillonnent toute la région. La capitale du roi des fromages s'étire le long de la grande falaise du Causse Combalou à la frontière du plateau du Larzac. Nés de l'effondrement de la falaise, les cavernes puis les caves de Roquefort offrent au fromage de brebis une conservation et un affinage parfait. C'est là, sous terre, que se trouve le véritable secret de ce fromage de légende. Dominant toute la région, la cathédrale Notre-Dame de Rodez représente une intrusion du gothique du Nord dans les provinces méridionales. Le grès rouge apporte chaleur et humanité à cet édifice hors du commun. Le clocher-tour a toujours marqué les Rouergas de sa puissance et de sa splendeur. Capitale du Rouergue, Rodez s'ouvre au nord-est sur les monts de l'Aubrac au sortir du Causse Comtal. Site épanoui et protégé, agréable halte au pied de l'Aubrac, Espalion était déjà apprécié des pèlerins se dirigeant vers Conques et plus loin Saint-Jacques-de-Compostelle. Au terme de la traversée redoutée des solitudes de l'Aubrac, les pèlerins atteignaient les paysages plus accueillants des rives du Lot. Renfermant plus de 1000 ans d'histoire, Conques nous invite à un véritable voyage dans le passé. Accrochées sur un versant ensoleillé dominant le Dourdou, ces maisons à colombages et aux toitures de schiste se regroupent autour de l'église abbatiale Sainte-Foy.
Construite à l'endroit même où l'ermite d'Adon, fondateur de Conques, bâtit sa chapelle au 8e siècle, l'église fait partie de ces chefs-d'œuvre miraculeusement conservés depuis plus de 800 ans. La façade est ornée du plus célèbre tympan du Jugement dernier. Habité de 124 personnages, il conserve aujourd'hui toute sa spiritualité. Les sculptures retracent ainsi les étapes de la fin du monde. De la paix céleste du paradis au chaos de l'enfer, en passant par le paisement des âmes sous le regard du Christ, tout est mis en œuvre ici pour inspirer la crainte du jugement divin. Tel un écrin, l'église abrite les reliques de Sainte-Foy. Ces trésors sont parmi les plus anciens du christianisme et font de Conques une étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. De par leur fragilité et les convoitises qu'ils n'ont cessé d'inspirer, bien rares furent les reliquaires ou objets sacrés qui réussirent à traverser les siècles sans encombre. C'est le privilège unique de Sainte-Foy de Conques que d'avoir su garder ce trésor millénaire comme un miroir de sa grandeur passée. Coincé entre les causses de Gramat et de Limogne, le Lot dut tailler son cours dans le calcaire. Au fil de l'eau et au rythme paisible du Lot, emprunter la rivière permet d'apprécier les paysages de cette région d'agréable manière. Falaises ocres et blanches qui se jouent des 1000 reflets du soleil en passant par de douces collines boisées. Perché sur un énorme escarpement surplombant le Lot de près de 100 mètres, Saint-Cyr-la-Popie offre l'un des plus beaux paysages de France. Saint-Cyr a disposé sur moi du seul enchantement, celui qui fixe à tout jamais. J'ai cessé de me désirer ailleurs, déclarait André Breton. Comme nombre de ses visiteurs, il était tombé amoureux du village. Le terroir cadurcien, parmi les plus anciens de France, conserve sa place au sein des grands vins de qualité. Les cépages nobles traditionnels s'étendent le long des méandres du Lot, qui enlacent au cœur du Quercy une des plus chaleureuses villes de France. Devenu symbole de la ville, le pont Valentré fit de Cahors une cité imprenable. Durant des siècles, son imposante architecture découragea les envahisseurs les plus vaillants. Il guide aujourd'hui le visiteur vers une cité médiévale au charme intact. L'hôtel Roaldès, belle demeure du XVe siècle, présente des fenêtres à meneaux, une façade à colombages et soleillots couvrant le tout. Tout près, la cathédrale Saint-Étienne, édifiée au début du XIIe siècle à l'emplacement du sanctuaire de Saint-Didier, abrite un cloître du plus pur style gothique flamboyant. Construit en 1509, il révèle un extraordinaire travail de pierre et d'ornementation. Les deux immenses coupoles qui recouvrent la nef sont une véritable prouesse technique de l'architecture romane. C'est là, au pied de la cathédrale, que se retrouve toute la campagne quercinoise, rustique et accueillante. Le traditionnel marché de Cahors présente sur ses étals toute l'étendue des produits du terroir cadurcien. Témoins de cette terre fertile et généreuse, les vallées verdoyantes sillonnent le Quercy jusqu'aux causses de Gramat.
défi lancé aux lois de l'équilibre, orné de superbes maisons médiévales et des sanctuaires du célèbre pèlerinage, accroché au roc, Rocamadour domine les gorges de l'Alzou sur son immense falaise. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, est tangible le second élément naturel. Rocamadour est comme une invitation à prendre l'air, à évoluer dans la troisième dimension en partageant le regard des grands rapaces dont le vol majestueux représente l'un des attraits de cette cité aux 1000 facettes. Vue des airs, l'incroyable situation de Rocamadour sur cette falaise qui domine les gorges de l'Alzou se révèle encore plus vertigineuse. L'Alzou se fraye un chemin dans le Causse jusqu'au château de Belcastel où il rejoint les eaux de la Dordogne. Au fil de l'eau, la Dordogne présente sur ses berges de nouveaux trésors d'architecture, comme le château de la Traîne qui surplombe orgueilleusement la rivière. Incendié pendant les guerres de religion et reconstruit sous Louis XIV, sa tour carrée représentait un point d'observation privilégié sur la rivière. Surveillant la route Moissac-Cahors du haut de sa colline et verrouillant toute la région, Lauzerte est l'une des plus importantes bastides du Moyen Âge. Ville frontière stratégique pendant la guerre de Cent Ans, Lauzerte avait le privilège de posséder son propre tribunal et demeura la capitale du Bas-Quercy jusqu'à la Révolution. L'artisanat de la ferronnerie a su donner de belles enseignes à cette petite bastide quercinoise accueillante. Environ 900 pigeonniers balisent le paysage du Tarn-et-Garonne. La fiente du pigeon était considérée du Moyen Âge au XIXe siècle comme un des meilleurs engrais. D'un rapport substantiel, les pigeons étaient sédentarisés dans ces pigeonniers aux architectures pittoresques. Pittoresque bourgade dominant la Garonne, Auvillard baigne dans une tonalité de rouge. La place est entourée de couverts à arcades qui supportent de nobles demeures du XVIIe et XVIIIe siècle. De par sa position escarpée, Auvillard fut dès le Moyen Âge un point d'observation privilégié sur toute la région. Au fin fond du Quercy, les contreforts du Massif central font place au bassin aquitain. Les gorges de l'Aveyron s'élargissent et accueillent des cités paisibles et ancestrales comme Saint-Antonin-Nobleval qui se caractérise par une grande homogénéité architecturale. Les hautes falaises de l'Anglard qui l'entourent invitent à une formidable approche de l'escalade ou de la spéléologie.
Ce site prestigieux domine les eaux de l'Aveyron qui cheminent vers de larges plaines où elles rejoindront le Tarn et la Garonne. Reconnu comme étant l'un des plus célèbres au monde, le portail de l'église abbatiale Saint-Pierre de Moissac, de par la profondeur de la sensibilité religieuse qui s'y révèle, constitue un des sommets de l'art sacré chrétien. Le tympan ayant servi de modèle à toutes les églises du Midi illustre la vision que saint Jean rapporte au chapitre 4 de l'Apocalypse. Dominées par un cèdre de taille impressionnante, les galeries du cloître renferment 76 colonnes surmontées de chapiteaux comme autant de joyaux de perfection de la sculpture romane. Finesse du modelé occasionnant de superbes jeux d'ombre et de lumière, bestiaires fantastiques d'oiseaux et de dragons effrayants, les piliers soutenant les voûtes aux angles de la galerie sont couverts de plaques en marbre provenant d'anciens sarcophages. Le canal du Midi est une superbe invitation à profiter du temps qui passe. Cette magnifique voie d'eau bordée de berges ombragées enjambe le Tarn en empruntant le pont-canal. C'est sûrement là que se trouve le plus grandiose monument du Midi, paraissant tout au long de ses 240 km sous une voûte fraîche de platane. Le canal du Midi reste la plus belle croisière d'eau douce d'Europe. Colossale entreprise menée durant 14 ans par Pierre-Paul Riquet, le canal capte plus au sud les eaux de la Montagne Noire qui choisiront de se jeter en Méditerranée ou bien dans les eaux plus froides de l'Atlantique. Certains ouvrages, comme la célèbre pente d'eau de Montèche, font preuve d'une incroyable ingéniosité. En effet, à cet endroit, un système motorisé hors du commun évite aux péniches de passer les 5 écluses successives. Elles s'engagent dans le canal et sont poussées le long de la pente avec l'eau qu'elles déplacent. Relié à Montèche par un canal qui en porte le nom, Montauban, fondé au bord d'un méandre du Tarn, est une place où il fait bon vivre. Témoignages architecturaux du Moyen-Âge, le pont Vieux et l'église Saint-Jacques honorent le centre d'une cité au passé riche et tumultueux. De l'époque classique, elle a conservé la place nationale, véritable cœur de la ville. Les couverts qui l'entourent rappellent qu'elle est la première des bastides du Sud-Ouest. Ces couverts ont la particularité d'être composés d'une double galerie. Cette disposition en double cloistre a été adoptée à l'origine, mais la structure en bois fut ravagée par un incendie le 12 novembre 1614 et reproduite plus tard à l'identique, mais en briques, par l'architecte municipal Levesville. De longue tradition culturelle, Montauban est fier d'exposer l'immense talent de deux enfants du pays, Ingres et Bourdelle. Élève de David au tout début du XIXe siècle, Dominique Ingres réalisa notamment une multitude de portraits dont la profondeur des regards, la pureté et le raffinement du dessin firent de lui le chef de l'école classique. Le célèbre Héraclès de Plâtre témoigne du génie d'Antoine Bourdelle. Auteur de nombreux bustes en bronze, il déclarait fièrement « Je sculpte en Languedoc ».
Véritable croisée des chemins, le pays montalbanais harmonise la rencontre du Quercy et de l'Albigeois et annonce déjà le doux vallonnement d'une région paisible, la Lomagne. Les riches coteaux de cette contrée alternent avec les effleurements calcaires qui accueillent de pittoresques villages fortifiés. Les chemins de Saint-Jacques qui la traversent nous font découvrir de nouveaux trésors de l'époque médiévale. Tout près de Condom, l'abbaye de Flaran ouvre ses portes sur un magnifique cloître du XIVe siècle. Maintes fois menacée par les tourments de l'histoire, elle abrite aujourd'hui des expositions permanentes sur les pèlerinages de Saint-Jacques ou les abbayes cisterciennes dont elle est un exemple de première valeur. Poussant sa corne en Midi-Pyrénées, pays du bonheur et de la douceur de vivre, la Gascogne est le royaume de l'oie et du canard, à l'origine de 1001 recettes. Puisant dans la richesse des produits du terroir, la cuisine gasconne est une cuisine traditionnelle qui offre en table l'étendue de son savoir-faire. Au pays du bien boire et du bien manger, la gastronomie n'est pas une gageure, mais un véritable art de vivre. Intimement confondue avec la longue et pittoresque histoire de la Gascogne et de d'Artagnan, l'Armagnac est depuis le début du XVe siècle une eau de vie de vin merveilleuse, sans doute la plus vieille et en tout cas la plus noble qui soit au monde. Force est de croire qu'il pourrait exister autant d'Armagnacs que de Gascons. Extraordinaire diversité, fabuleuse richesse d'un terroir capable de fournir des eaux de vie très différentes, ayant chacune sa personnalité, son empreinte propre, sa générosité et sa force. Viticulteurs, distillateurs, éleveurs, maîtres de chais, chacun a son secret, son tour de main, son génie et surtout son cœur pour faire de chaque Armagnac une œuvre unique exprimant la quintessence d'un art jalousement conservé. On ne saurait traverser la Gascogne sans s'imprégner de la vie de ces villages, se rencontrer autour d'une table, partager un repas, mais aussi flâner dans les ruelles des nombreuses bastides qui s'étendent dans toute la région. S'arrêter sur la place et se laisser envahir par le charme de ces maisons, de ces halles qui se dorent au soleil du midi sous le regard bienveillant de leur église. Au cœur de la Gascogne, sur la route d'Auch, Lavardins est un pittoresque castelnau dominé par un impressionnant château dont les jolies tourelles carrées sur trompe d'angle lui donnent l'image de château en proue de navire. Typique bastide gasconne, Bassous dispose ses maisons de part et d'autre de la rue centrale. Le donjon se détache du village du haut de ses 43 mètres. Il constitue un chef-d'œuvre absolu de l'architecture militaire médiévale. Bassous est doté d'une surprenante halle en bois enjambant la route. Sur l'un des côtés, les vieilles demeures en colombage et cornières se collent presque à la charpente de la halle.
Le village conserve le charme des castelnaux gascons que l'histoire a su conserver intact. Au cœur du pays gascon, accroché à une colline, recroquevillé autour de sa magnifique cathédrale où convergent de romantiques ruelles bordées de demeures vénérables, Auch est une petite capitale à taille profondément humaine. Le quartier des Pousterles tient son nom des étroits escaliers qui reliaient la haute et la basse ville. Les ruelles enchevêtrées qui escaladent la colline sont des havres de silence et de quiétude. En plein cœur de la ville, elles accompagnent le visiteur vers la cathédrale qui trône au sommet. La cathédrale Sainte-Marie fut l'une des dernières édifiées en France. Les 2 siècles que nécessitèrent sa construction depuis le XVe siècle ont pourtant abouti à un modèle d'ampleur et d'équilibre. Sa remarquable homogénéité architecturale en fait un fleuron du gothique flamboyant. À l'intérieur, les 26 mètres qui nous séparent de la clé de voûte contribuent à la sérénité qui règne ici. Les grandes verrières marquent la virtuosité de toutes les scènes. Les couleurs sont d'une incroyable profondeur. À l'endroit où la dénivellation est la plus importante, se trouve l'escalier monumental qui abrite la statue de D'Artagnan, le plus célèbre des Gascons. Le panorama qui s'offre ici permet d'admirer toute l'étendue de ce pays qui s'étire jusqu'aux riches coteaux de l'Astarac, où il rencontre le Comminges et les premiers contreforts pyrénéens. Frontière des Pyrénées, le Comminges offre de très anciens témoignages de la présence de l'homme. La civilisation gallo-romaine a marqué sa présence dans la région. À Montmorin, les vestiges de la plus vaste villa rustica évoquent un véritable palais résidentiel. Aux confins du comté de Toulouse, situé sur un mamelon isolé dominant la vallée de la Garonne, Saint-Bertrand de Comminges, de par sa situation, son histoire et ses monuments, est le haut lieu d'art et d'histoire des Pyrénées centrales. Pompée créa en 72 avant Jésus-Christ une vaste région administrative s'étendant de la Garonne au premier contrefort des Pyrénées, le Comminges. Lugdunum, qui en était la capitale, occupait le rocher où se trouve actuellement Saint-Bertrand. S'en vint une longue période de troubles. La ville fut successivement annexée par les Visigoths, puis les Francs, avant d'être détruite en 585. Au XIe siècle, Bertrand de Lille entreprit la reconstruction de Lugdunum, qu'il augmenta d'une église et de son cloître. L'église abrite le chapitre de bois dont les stalles sculptées exécutées vers 1523 demandèrent 30 années de travaux. L'extraordinaire luxuriance et la fantaisie des thèmes abordés n'enlèvent rien de la formidable homogénéité de l'ensemble. Intimement liée aux Comminges par le plateau de Lannemezan, la Bigorre est une voie royale d'accès aux Pyrénées. Nichée au creux de la vallée du Gave de Pau, Lourdes est un point de convergence de la montagne et de la plaine.
Aujourd'hui reconnue dans le monde entier comme un haut lieu de spiritualité et de pèlerinage, la ville annonce déjà les hautes plaines verdoyantes de la plus impressionnante chaîne de montagnes. Dans la Haute-Bigorre, toute la puissance des Pyrénées s'exprime dans un contraste phénoménal. Dominés par de vigoureux sommets rocheux, les pâturages s'étendent le long des rivières et des torrents qui parcourent toute la montagne. L'extraordinaire variété de la faune et de la flore renaît lorsqu'au printemps disparaît l'épais manteau neigeux. Des grands glaciers du Quaternaire, la haute montagne a gardé les impressionnants cirques rocheux. Situé au cœur du parc national des Pyrénées, le cirque de Gavarnie est un des plus majestueux édifices naturels. La haute muraille qui l'entoure s'étend sur 14 km, ponctuée par des sommets de plus de 3000 mètres. Ce site, où s'affrontèrent jadis les Francs et les Maures, abrite une large vallée où convergent une multitude d'itinéraires de randonnée. Du débutant à l'alpiniste confirmé, les Pyrénées invitent à la découverte. Paradis des pagayeurs, les torrents pyrénéens prennent source dans la haute montagne. Formidable réservoir naturel, la neige et la glace qui se libèrent au printemps enrichissent les lacs et les rivières qui baignent les vallées de leur eau précieuse. Au fur et à mesure de sa descente vers les plaines, l'eau s'enrichit, s'équilibre. Les eaux pyrénéennes ont prouvé depuis longtemps leur vertu. Au cœur de la chaîne, Bagnères de Luchon avait déjà séduit les Romains friands de bains et de cures. La vogue des bains du XIXe siècle amena de grandes personnalités de l'époque. Lamartine venait là se soigner, tout comme Flaubert, Dumas ou Rostand. Les thermes sont reconnus pour soigner les voies respiratoires et ces bains de boue soulagent des rhumatismes. Rendez-vous des montagnards, Luchon est aussi un point de départ idéal vers les sommets et les stations de ski. Plus bas, les vallées se succèdent et accueillent chacune leur village, leurs habitants et leur histoire.
Issu d'une vallée encaissée, au paysage et à l'histoire particulier, le sabot de bête mâle a une forme étrange que l'on ne peut expliquer qu'en se laissant bercer par la légende du pâtre amoureux. Trahi par sa belle, il ramena plantés au bout de ses sabots les cœurs ensanglantés de sa promise et de son amant. Des coteaux doux des montagnes du Plantorel à la chaîne des Pyrénées en passant par le massif de la Rise, le pays ariégeois se présente comme une succession de 3 vagues parallèles de plus en plus hautes. Tout droit sorti des âges préhistoriques, le cheval de Mérins symbolise bien son terroir, réputé pour son courage et sa robustesse, mais aussi pour son adresse acquise au contact des obstacles montagnards. Il fait partie intégrante des hautes vallées ariégeoises où il n'est pas rare de le croiser parcourant torrents et vertes prairies en toute liberté. Les premiers habitants de Midi-Pyrénées étaient certainement ariégeois. Au détour d'un sentier de la forêt du Mas d'Asile, un dolmen, sépulture de l'âge de fer, surprend toujours depuis des millénaires. Sur les bords de l'Ariège, un éperon rocheux accueille la cité de Foix. Née au milieu du XIIe siècle, la ville a vu nombre de ses habitants rallier la cause des cathares. D'origine orientale, le catharisme prétendait retrouver la pureté du christianisme primitif. En 1208, le pape Innocent III lança la croisade contre les Albigeois. Les campagnes du sud de la France furent alors le siège de violentes batailles. Ancienne ville cathare prise par Simon de Montfort, ravagée par une inondation, Mirepoix fut reconstruite sur le modèle des Bastides en 1290. La place présente une belle succession ininterrompue de maisons à colombage, à croisillons, reposant sur une enfilade de piliers de bois. La maison des consuls montre de remarquables solives dont les abouts sont sculptés de têtes humaines et monstrueuses, très expressives. La croisade contre les Albigeois poussa les cathares à s'enfuir toujours plus loin. Un à un, leur refuge tombait entre les mains du pouvoir de Rome, marquant l'histoire de leur nom. Largement répandue dans tout le midi de la France, cette ferveur religieuse a marqué la région de son empreinte. Venue des Balkans au XIe siècle, la religion cathare a vécu ses derniers instants dans les Pyrénées. Perché sur son POC dominant toute la région, le château de Montségur résista pendant 40 ans à la couronne de France et à la papauté. Le 2 mars 1244, Montségur cédait à la croisade au terme d'une année de siège et 2 semaines plus tard, 225 croyants ayant refusé d'abjurer la foi cathare furent livrés au bûcher. Parmi les derniers refuges du catharisme en France, Montségur est entré dans l'histoire comme symbole de cette épopée et de l'attachement de Midi-Pyrénées à son passé.